Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. La parole à présent pour la droite républicaine à Michel Herbillon, qui est à la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Un peu plus d'un an après les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, je veux exprimer au nom du groupe de la droite républicaine que face au pire massacre antisémite de notre histoire, depuis la Shoah, notre émotion et notre compassion demeurent intactes. Notre groupe parlementaire s'était d'ailleurs immédiatement mobilisé après ces attaques en allant sur place, et en particulier ma collègue ici présente, Michel Tabarot, député des Alpes-Maritimes. 1200 personnes ont été assassinées ou enlevées par cette organisation terroriste en cette si sombre journée, et nous pensons bien évidemment à nos 48 compatriotes victimes de cette barbarie. 466 jours après les attaques, nos pensées vont bien évidemment à Ofer Calderon et Ouad Yahalomi, les deux otages français encore détenus aux mains du Hamas et dont nous réclamons inlassablement la libération. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre, 98 restent encore otages à Gaza, dont 34 ont d'ores et déjà été déclarés décédés par l'armée israélienne. Alors je voudrais vous demander si vous êtes confiant, Monsieur l'ambassadeur, c'est ma première question, sur l'issue des négociations qui sont en cours pour la libération des otages que nous appelons de nos vœux. Et cela est impératif, car le temps de la résolution diplomatique du conflit est venu, et toutes les forces en présence doivent parvenir à un accord pour mettre un terme aux combats et aux trop nombreuses souffrances engendrées partout dans la région, et notamment en Israël, à Gaza et au Liban. Et bien entendu, il faut également mettre un terme aux violations du droit international et du droit international humanitaire constatées de part et d'autre. Alors beaucoup a été dit durant nos échanges, mais je voudrais juste quand même rappeler par rapport à des interventions précédentes que oui, Israël fait face à des menaces multidimensionnelles qui menacent son existence, qui menacent sa sécurité, en particulier avec la proximité de l'Iran qui a officiellement déclaré qu'il souhaitait la destruction de l'État d'Israël. Alors il y a un certain nombre de réunions qui ont lieu, l'une en Norvège ce mercredi, la 3e réunion de l'Alliance internationale visant à encourager la solution de deux États, de la création de deux États israéliens et palestiniens. Une réunion a lieu aussi à New York à ce sujet. Vous savez que cette solution est appelée par la France de longue date, et je voudrais avoir de votre part que vous rappeliez les conditions qui sont pour vous impératives pour parvenir dans la région à une paix réelle après 75 ans de souffrance. Merci, Monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur, deux questions très précises. Merci. Allez-y. Merci, Monsieur le député. Oui, je suis optimiste. Je pense que l'accord qui est en train d'être négocié avec le Hamas pour le cessez-le-feu est un accord à laquelle nous pourrons, qui pourrait pourrait être mis en œuvre immédiatement. Et la raison principale pour cela, c'est que cette guerre avait pour but d'attirer toute la région dans une guerre terrible, comme je l'ai dit auparavant dans mes remarques. L'échec de l'Iran, la destruction des capacités militaires du Hezbollah, l'échec du Hamas envoie un message très clair aux dirigeants du Hamas que maintenant, ils n'ont aucune espérance de pouvoir faire quelque chose qui mènera à leur but qui est la destruction d'Israël ou bien même l'affaiblissement de l'État d'Israël. Donc, une fois que cette compréhension, une fois qu'ils ont compris que c'est le cas, les chances pour un accord sont bien plus élevées. Cela aussi avec, bien sûr, la présence de Trump qui devrait prendre pouvoir le 20 janvier, est aussi un message très clair, car il a dit d'une façon très claire que pour lui, un cessez-le-feu et la libération des otages était quelque chose d'impératif.
Alors oui, je pense que nous y sommes très près. Et comme je l'ai dit, l'année 25 sera une année de reconstruction de la paix et de reconstruction de l'espoir. Mais pour vraiment construire la paix, que faut-il? J'ai parlé justement des 5 différentes offres de la création d'un État palestinien qui avait été faite par Israël ou faite par d'autres, qui avaient été acceptées par Israël et rejetées par l'autorité palestinienne. Ce qu'il faut pour vraiment pouvoir créer la paix, c'est faire comprendre aux Palestiniens que non seulement essayer, mais espérer la destruction d'Israël était futile. La raison pour laquelle les Palestiniens ont rejeté les 5 offres de création d'un État, certaines allaient jusqu'à 98% des territoires de Gaza et de la Cisjordanie, et comme je l'avais dit auparavant, diviser Jérusalem. Et pourtant, ils l'ont refusé. La raison pour laquelle ils ont refusé la création de cet État, plus d'une fois, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas accepter l'idée de la fin du conflit. Et la fin du conflit est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la paix à long terme. Et c'est cela que je pense, c'est dans cela que nous avons besoin de la communauté internationale pour faire comprendre aux Palestiniens qu'il faut vraiment accepter l'idée de la paix au long terme. Si vous, dans l'éthos palestinien, la création d'un État est la création d'un État qui prendrait la place de l'État d'Israël. Ce n'est pas la création d'un État à côté de l'État d'Israël. Et c'est ça qu'il faut changer. Pour cela, il faut réformer l'éducation dans l'autorité palestinienne. Pour cela, il faut apprendre aux nouvelles générations. Il ne faut pas qu'ils les apprennent dans leur livre de maths, ils apprennent les mathématiques en additionnant les juifs qui ont été tués. Mais vraiment en apprenant que la paix est une valeur pour laquelle il faut combattre, à laquelle il faut aspirer. Et ça, c'est quelque chose dans laquelle la communauté internationale a une place pour nous aider. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole à présent